Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous savez, ces dernières années qu'il y a eu beaucoup de débats autour de l'alimentation, beaucoup de débats scientifiques, beaucoup de débats citoyens, beaucoup de débats politiques, très bien relayés par la couverture médiatique, et que, en fait, beaucoup ont porté sur les discussions techniques liées à la simplification de l'affichage nutritionnel sur les produits, et en se désintéressant un peu de la quantité qu'on en consommait. La recherche, elle, n'a pas cessé de s'intéresser à la question, et les chercheurs qui travaillent sur les comportements alimentaires sont toujours très, très intéressés par la question de la régulation des quantités qui sont consommées. Et dans les travaux sur la régulation de la prise alimentaire, la question des portions est une question immédiate, parce que c'est le choix, la première décision qui est prise quand on veut choisir la portion. Et donc, la question des quantités consommées est en fait intimement liée à la question des portions et de la taille des portions. La grande figure sur cette question, c'est Barbara Rolls, une chercheuse qui est à Penn State University, qui, il y a plus de 20 ans, a mis en évidence ce fameux portion size effect, l'effet de la taille des portions sur les quantités qui sont consommées. Et que nous dit Barbara Rolls, qu'est-ce qu'elle écrit dans ses papiers au départ de ses recherches? Elle dit c'est très simple, en fait. Quand on a une portion plus grande, on mange plus que quand on a une portion plus petite. Simplement, c'est un effet qui dépend d'un grand nombre de facteurs. Et tous ces facteurs agissent, tous ces facteurs modulent l'effet de taille des portions, mais dans des proportions diverses. Et évidemment, en plus, tous interagissent les uns avec les autres. Autant de points qui vont nous occuper au cours de la journée et sur lesquels vous aurez différentes présentations qui vont éclairer différents aspects de cette question qui reste, j'insiste, une question ouverte, qui n'est pas complètement réglée, mais qui donne des tas d'idées, de moyens, et vous le verrez aussi, d'agir sur cet effet et donc d'essayer d'aider les consommateurs à réguler leur prise alimentaire. Et puis aussi, et c'est également d'actualité aujourd'hui, qui vont aider à limiter le gaspillage. Une meilleure anticipation de ce qu'on va manger ne peut qu'aider à le limiter. Pour commencer, je vais accueillir Jean-Pierre Williot, qui est professeur à Paris-Sorbonne, qui va ouvrir le colloque en revenant sur cette notion de portion. La notion de portion, vous allez le voir, est une notion que nous avons un peu héritée d'une notion beaucoup plus ancienne, qui est la notion de ration alimentaire. Si on veut savoir où on va aller, c'est quand même pas mal de commencer par savoir d'où on vient. C'est dans une perspective relativement longue que je souhaite aujourd'hui essayer de faire un jeu ou un échange entre la notion de portion et la notion de ration. Définir une portion alimentaire appelle évidemment une mesure quantitative, complexe à élaborer de manière homogène pour des publics ou des consommateurs différents. Et souvent, quand on regarde l'évocation de la portion dans un certain nombre de sources historiques, c'est plutôt des termes qualitatifs qui prévalent. On pourrait donc finalement presque poser, dans cette réflexion sur les mots, que la portion est plutôt perçue quand la ration est calculée. La ration désigne spontanément, évidemment, l'administration militaire, la gestion des denrées sous forme d'aliments solides et de boissons délivrés aux soldats, mais elle peut aussi désigner la nourriture qui est donnée aux animaux selon des critères déterminés par des règles d'élevage. Donc, en fin de compte, la ration, au regard de cette approche historique, pourrait désigner une quantité alimentaire qui serait propre à assurer les besoins énergétiques d'un corps. À partir de cette notion de ration, est-ce que l'on peut comprendre historiquement comment on peut évaluer comment les portions ont évolué? Il y a une voie qui serait l'évolution et la diversité des contenants. De même, les emballages traduisent une évolution des portions ou des tailles des repas qui sont proposés ou qui sont choisis. L'autre voie ne serait pas donc celle de cette culture matérielle des contenants, mais plutôt celle d'une mise en perspective des règles de constitution des rations, partant de l'idée que ces rations ont pu servir de référence analogique sur ce qu'il conviendrait de servir. Donc l'idée est de réfléchir brièvement sur ces fils historiques qui font de la portion une sorte d'élément combiné avec des quantités nutritionnelles que la ration permet de définir.
Le premier point que l'on peut souligner, c'est le fait que l'association de la ration aux collectivités nous permet historiquement de mesurer comment un certain nombre de rations ont été calculées. Premier élément, l'antériorité de la ration dans l'approche militaire, avec une définition qui évolue en fonction de paramètres multiples. La ration évolue en fonction du budget disponible dans les armées, évolue en fonction des conditionnements, évolue en fonction des conservations de produits, des capacités de conservation, et puis progressivement évolue en fonction de la mesure d'un certain nombre de besoins vitaux qui sont plus ou moins définis très clairement. Une autre approche, toujours dans cette notion de ration aux collectivités, peut être la juste part qui a été proposée dans le domaine hospitalier. Les mesures proposées aux malades dans les règlements d'hôpitaux au XIXe siècle indiquent très précisément les nourritures de base, pain, viande en général, mais en fonction de la maladie, il est spécifié que le malade sera à la quart de portion, demi-portion, trois quarts de portion. Donc il y a là, derrière ces désignations, une sorte d'équilibre alimentaire qui est calculé en fonction de ce que l'on donne véritablement aux malades. Alors le deuxième point sur lequel on peut insister maintenant est celui de l'émergence d'un hygiénisme alimentaire et d'une alimentation dite rationnelle. Cette idée hygiéniste, elle court tout le long du XIXe siècle et il y a des recherches sur l'alimentation qui progressivement ont accumulé un certain nombre d'éléments. On pense par exemple aux travaux qui ont été faits par le directeur des stations agronomiques du ministère de l'Agriculture aux États-Unis, Wilbur Atwater, qui en définissant la notion de calories va intégrer évidemment beaucoup plus précisément la constitution possible d'une ration. Il y a donc à la fin du XIXe siècle une convergence d'intérêts scientifiques qui conduit à faire émerger un certain nombre de réflexions ou de travaux, voire de sociétés, avec des objectifs qui sont très précis, trouver des solutions scientifiques aux problèmes alimentaires, étudier et vulgariser les méthodes alimentaires, et puis finalement définir des règles normatives qui impliquent de calculer des besoins caloriques et qui aboutit à des corrélations entre capacité nutritionnelle, prix alimentaire et finalement conduite comportementale. Alors, l'offre alimentaire, elle est aussi parfois conditionnée par des contextes très précis. C'est le cas de ce que l'on peut mesurer avec le rationnement en temps de guerre, qui consiste à supprimer le superflu de certains repas, ou de manière réglementée à rationner la distribution d'un certain nombre d'aliments. Et puis, il y a toute une pédagogie qui progressivement se met en place pour assurer ce que peut être la portion ou la ration. Les deux ne sont pas tout à fait identiques. La ration serait en fait une sorte de cumul de portions, et la portion, ce serait véritablement la définition de ce qu'il est conseillé de manger en fonction d'un contenant ou en fonction d'un certain nombre de contextes. Alors ça nous permet de finir ce propos sur un troisième et dernier temps, qui est de savoir comment les portions ont pu découler de ces bases rationnelles. Délimiter la portion alimentaire oppose en fait deux territoires. Celui d'une alimentation à domicile, calibrée par des préférences gustatives, des informations nutritionnelles, des informations contextuelles, des moyens budgétaires. Donc ce territoire domestique ne donne pas exactement une mesure quantitative extrêmement précise. L'autre territoire, c'est celui d'une alimentation en mobilité, ou relevant d'une consommation hors foyer. Cette alimentation est le résultat de l'offre de marché, de la possibilité de choisir, de l'inclination à des modes culinaires, à une gestion du temps ou à la praticité de la consommation. L'alimentation des rues a joué un rôle déterminant dans l'élaboration d'une portion, mais avec une grande variété de types de portions. On voit comment d'une ration alimentaire, on peut glisser vers un autre terme qui est celui de la part. Qu'est-ce qui empêche un consommateur ou une consommatrice de considérer que les 2 parts de nouilles sautées, c'est-à-dire de 500 grammes, ne vont pas constituer une portion, mais pour l'un, une assiette qui est beaucoup trop importante par rapport à ce qu'est sa faim, ou pour quelqu'un d'autre, la nécessité peut-être d'acheter 2 parts pour pouvoir se satisfaire correctement de ce que l'on va manger. Donc en termes de conclusion, je voudrais juste souligner la difficulté d'une évaluation, définition
ou appréciation du terme ration, portion, part, qui sont complètement dépendants des contextes dans lesquels on les observe. Si scientifiquement on peut les mesurer, individuellement ou qualitativement, il y a des différences qui sont extrêmement signifiantes. Je vais essayer de vous donner des éléments sur cette question de taille de portion. Et notamment, on a travaillé sur cette question chez les enfants, parce qu'on s'est rendu compte que c'est là que les changements sont les plus importants. Et notamment faire un point sur les différences selon les classes sociales, parce qu'on sait qu'il y a des différences, notamment d'obésité, et qu'on voit qu'il y a quand même des différences de comportement alimentaire très très forts, selon notamment le niveau de diplôme. Pour faire cette recherche, on utilise nos données de notre enquête alimentaire qui s'appelle Comportement et consommation alimentaire en France. Donc là, je vous présente des chiffres de 2016 et de 2013. Donc c'est une enquête sur tout ce qu'on mange à domicile et hors domicile. Donc, ce qu'on note, nous, comme portion, c'est ce qui est consommé à une occasion de consommation. Donc la portion, s'il y a 2 assiettes, c'est x2 la quantité de l'assiette et c'est la portion ingérée au même moment par l'enfant de 3 à 17 ans. Simplement, pourquoi travailler sur ces questions de portions, notamment parce qu'il y a un sujet sur l'obésité qui, dans nos enquêtes, n'augmente plus depuis une dizaine d'années chez les enfants, mais on a quand même cette question qui est toujours très très forte, qui est qu'on a un gradient toujours très important d'inégalité sociale sur le niveau d'obésité, et notamment ici sur les différences selon le revenu du foyer. Chez les 3 à 14 ans, on a 14% d'enfants qui sont obèses dans les foyers où les revenus sont très très faibles, contre seulement 3% pour les foyers où les revenus sont les plus élevés. Et ce qu'on constate pourtant, c'est que le niveau d'énergie ne va pas être très différent. Donc la question qui est posée, c'est y a-t-il des différences de taille de portion selon les classes sociales et selon certains critères. Donc globalement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a plutôt sur des produits qui sont de plus en plus consommés, comme des plats composés, des sandwichs, mais aussi des biscuits et des jus de fruits, des tailles de portions qui vont être plus importantes. Et ça va complètement en contrepartie de ce qu'on a déjà montré, qui est que dans les foyers où on est moins diplômé, on a une diversité alimentaire beaucoup plus faible. Donc on mange moins d'aliments dans la journée. Et évidemment, on va, pour arriver à la même énergie, puisqu'on l'a vu, il n'y a pas de différence d'énergie selon le milieu social, eh bien, on va augmenter les tailles de portions. Donc, en conclusion, les inégalités sociales sur les comportements alimentaires et surtout chez les enfants sont très très fortes. Ça s'observe sur la diversité alimentaire, sur des consommations de fruits et des légumes. Et en contrepartie d'une diversité alimentaire qui va être beaucoup plus faible, eh bien, on va avoir des quantités à chaque acte qui sont plus fortes. Il n'y a pas de différence de consommation d'énergie, mais on mange moins d'aliments en quantité plus forte. C'est vrai pour les biscuits sucrés, les jus de fruits, les charcuteries, mais quand même les légumes, mais aussi les plats cuisinés, les sandwichs, et c'est l'inverse sur les abats et les œufs.